Nous voilà sur le plateau de la matinale Lalekou avec Monsieur le ministre de l'Aménagement du Territoire, Mahamat Asselek. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour, bonjour à vous. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour Madame, merci. Tout le plaisir est pour moi. Merci. Alors Monsieur le ministre, peut-être que voilà, le téléspectateur se demande pourquoi il est sur ce plateau et certains peuvent deviner. Pourquoi vous êtes invité la matinale Lalekou. Nous allons un peu brosser la mission de votre département. Et tout d'abord, la première question, c'est l'état de l'habitat au Tchad. Est-ce qu'on peut retenir quelque chose? C'est une question qui est très complexe et assez éparse. Il faut dire que l'habitat au Tchad, par définition, je voudrais rappeler simplement, par définition, que l'habitat est l'ensemble de tout ce qui concourt à la résidence de l'homme. Il prend en compte les logements, l'espace de récréation, d'éducation, etc. Mais l'habitat de récréation est un domaine qui demande d'investissements colossaux. Et depuis que je suis dans ce département, tout nouveau pour moi, ça fait quand même une dizaine de jours que je suis là, je suis en train de prendre petit à petit le pouls de la situation et essayer de comprendre les problématiques qui sont propres à ce département. Il faut dire que pendant la colonisation et après la colonisation, les structures de l'habitat au Tchad est assez contrôlée, assez respectée, et au niveau de l'urbanisation, cela ne souffre d'aucune erreur ou d'aucune faute, puisque que ce soit au niveau de l'urbanisation, au niveau des canalisations, les choses sont faites normalement. Mais depuis un certain temps, et avec le boom, puisque la ville s'agrandit au fur et à mesure, les constructions sont faites de manière anarchique. Nous nous retrouvons face à des problématiques d'urbanisation de la ville. Et si vous l'avez constaté assez souvent, actualité faisant, quand il y a justement une pluviométrie importante, la ville est complètement inondée. C'est dû au fait qu'il n'y a pas de canalisation bien étudiée qui puisse permettre à l'eau, dès que l'eau, que ce soit de pluie ou encore l'eau usuelle quotidienne de tout ce que les consommations de ménage puissent facilement sortir de la ville. Ça a ses conséquences puisque ça amène les maladies et ça permet quand même au nid des insectes de s'installer. Et le plus probant est celui des moustiques qui, eux, ont leur corollaire de maladie paludisme qui est devenu une maladie nationale. Donc c'est un problème qui est assez complexe au niveau de l'habitat. Si vous permettez, je vais répartir un peu dans vos explications la précédente. On reviendra de toute façon aux sinistrés. Je suis sûr qu'ils vous attendent et ça c'est la question primordiale là ce matin. Mais quels sont les projets envisagés en fait pour permettre aux Tchadiens de disposer de maisons décentes? Vous savez, le gouvernement est très inquiet et très à l'étude même de ce qui peut être comme des logements sociaux. Au niveau du ministère, il y a une entreprise qui a vu le jour grâce au gouvernement qui s'appelle le Soprofim et qui déjà a réalisé au niveau de Walia, je présume Toukoura plutôt, des logements sociaux qui peuvent être mis à la disposition de la population. La mission première est de faire tout pour que les Tchadiens puissent avoir des logements décents. Et donc, aujourd'hui, les missions sont orientées vers ce type de logements sociaux avec la Banque de l'Habitat, afin que, dans un avenir proche, qu'on puisse aller dans ce genre de mission et mettre à la disposition des Tchadiens des logements sociaux dans les standards et les standings appropriés. D'accord. Et vous avez parlé tantôt que ces logements seront à Toukoura. Je disais qu'il y a un projet qui a été déjà réalisé et qui est à Toukoura. Qui est à Toukoura. Oui. Alors, nous, selon les explications qu'on reçoit de part et d'autre des architectes, on signale quelque part que ce sont des zones plus ou moins, normalement, qui ne doivent pas être habitées.
Quand on parle de Walia, on parle de Toukra, Digengali est aussi par là. C'est un constat qui est fait fort malheureusement, parce que ces zones-là, il faut le dire, que ce sont des zones non habitables. C'est ça. Par essence. Mais ce qui a permis à toute cette population de s'installer, c'est qu'il y a une population qui a été déguerpie pendant un moment d'une zone. Et dans cette zone, vous savez, pendant longtemps, des décennies, l'eau n'est pas venue par là. Et les gens pensaient qu'on peut attribuer ces terrains-là à ces populations-là qui ont été déguerpies. Or, j'ai dit, le constat au Tchad, c'est qu'on ne met pas en avant une étude de faisabilité, on ne met pas en avant des ingénieurs qui puissent aller étudier le terrain, des topographes qui puissent dire, attention, cet endroit-là, voilà, à un moment ou à un autre, l'eau peut passer, et qu'on ne peut pas prendre ce risque-là. Mais fort hélas, cela a été fait, et là encore, le gouvernement est en train d'étudier, de voir comment faire partir cette population de ces endroits, parce que qu'on le veuille ou pas, c'est un problème qui va à l'avenir être récurrent. C'est certain. On peut régler le problème à l'instant T, mais à l'avenir, l'eau viendra toujours et on va se retrouver toujours face au même problème. Donc, l'important est que d'abord, il faut sensibiliser ces populations-là, dans un premier temps, à ce qu'ils ne peuvent pas vivre comme ça, puisque chaque année, ils auront le même problème. Donc, il faut leur trouver d'autres espaces avec les mêmes types de formes de surface comme ce qu'on leur a donné ici. Et puis, plus tard même, voir si le gouvernement peut subventionner à ce qu'ils puissent avoir un habitat décent. Une chose est essentielle, ne plus permettre, en tout cas, moi, tant que je suis au ministère, je ne pourrai plus permettre à ce qu'on donne aux gens des terrains et les laisser faire. Il faut d'abord urbaniser l'endroit, faire les caniveaux qui puissent permettre à l'eau de partir, et ensuite mettre les poteaux électriques, etc. Ça se fait dans tous les pays. Je ne comprends pas pourquoi chez nous, on donne le terrain et on leur dit, voilà. Et ça complique la situation. Alors, monsieur le ministre, en parlant des inondations qui ont occasionné des sinistrés, l'actualité, on le dit, que fait votre département actuellement sur le terrain? Vous savez, le département du ministère de l'Aménagement, de l'Habitat et de l'Urbanisme, depuis que les inondations ont commencé, est en train de gérer les choses au jour le jour. C'est la conséquence aussi. Je le dis, nous au Tchad, on ne prend pas le pouls de la situation dès le départ. Vous savez, les services météorologiques ont tiré la sonnette d'alarme avant le mois d'août et début août. Comme quoi, on aura des inondations. Personne n'a réagi. Août passé, septembre passé, et jusqu'au 4 octobre, quand les inondations se sont déclenchées, d'abord les gens ont commencé à courir pour dire « Attends, c'est trop tard ». Vous voyez, l'eau a commencé déjà par submerger les foyers, les maisons. Et quand on est face à ce genre de situation, on est obligé d'aller au jour le jour. Tel quartier est inondé, qu'est-ce qu'il faut voir? Il faut faire des digues, etc. Si les digues ne tiennent pas, il faut évacuer la population et l'installer. Monsieur le ministre... Ce qui est dommage, c'est que assez souvent, vous savez, dès que les maisons sont inondées, il n'y a pas d'autre solution. Non. La seule solution qui vaille, il faut les faire quitter, et en les faisant partir, s'ils ne partent pas, c'est des maladies qui viennent après, ils évoquent des raisons qui sont fondamentales, parce qu'ils se disent, oui, mais si on part nos biens, il y a des cas de vol. Il y a des cas de vol, etc. Donc vous voyez, il suffit d'une erreur en amont, quelque chose qu'on peut régler en amont, qui n'a pas été fait, et qui subit toutes les conséquences par après. Est-ce qu'on peut dire ça, c'est de la négligence? Absolument. Absolument. Mon constat est très simple. Non, non, non. C'est de la négligence pure et simple. Au Tchad, et ça c'est un message que je voudrais dire à nos compatriotes, quand on veut travailler, soit on est efficace dans son travail, on prend la mission à cœur.
ici, on fait les choses de façon nonchalante. On prend tout son temps pour faire ça. Vous voyez, moi je le vois aussi, je préside le comité d'alerte d'urgence inondation. C'est un comité interministériel où beaucoup de ministères sont associés. Quand on veut faire quelque chose, ou on donne une mission, les gens prennent leur temps. Les gens posent des problèmes au lieu de parler de solutions. Vous voyez, on se retrouve là, en comité de crise, on vous dira, oui, il nous manque ceci, on a besoin de cela, on a besoin de ceci, on a besoin de cela, et après, vous laissez parler quand vous dites, ok, mais quelles sont les solutions? On n'a pas de solution. On n'a pas de solution. On est toujours dans les propositions, à la demande. Oui. Absolument. Oui. Monsieur le ministre, il y a un reportage, mais nous allons suivre un reportage où vous-même vous avez effectué une descente sur les sites. Je ne fais que ça, croyez-moi. Il y a des choses où des fois vos caméras ne nous suivent pas. Oui. Avec certains techniciens, on est jusqu'à 1h du matin sur les sites. C'est non-stop, ni samedi ni dimanche. Et c'est le lieu de vouloir féliciter tous les techniciens, que ce soit ceux du ministère, de la mairie, gouvernorat et les autres ONG et partenaires. Constamment, on est sur le terrain. D'accord. La régie, nous allons suivre ce reportage et revenir. Le ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, Mahamad Assilek Halata, a un grand dossier sur la table. Les cas d'inondation dans la ville de N'Djamena et un peu partout dans la zone méridionale du pays. Ce mercredi 19 octobre, Mahamad Assilek Halata est sur le terrain pour constater des visu les innombrables dégâts causés par la montée des eaux du fleuve Chari Logon en vue d'envisager les solutions d'urgence. Premier arrêt, quartier d'Igangali dans la commune du 9e arrondissement. Ici, le chef du département de l'aménagement du territoire constate avec impuissance la force des eaux. Un temps d'échange direct avec les habitants dont les domiciles sont menacés a permis au ministre de se rendre à l'évidence de la situation. Qu'est-ce qu'il vous faut à l'immédiat pour sauver vos habitations? Questionne le ministre. Il nous faut juste des sacs vides et de la terre pour renforcer les barrages, répondent-ils. Mahamad Assilek Halata instruit sur le champ ses services techniques pour répondre aux besoins exprimés à l'effet de sauver ce qui peut l'être. À quelques mètres, c'est le quartier Ngeli. Là aussi, les mêmes besoins sont exprimés par les habitants pour faire face à la montée de ces eaux. En face se trouvent les sinistrés dont les habitations sont déjà détruites. Ces derniers sont également visités par la délégation ministérielle. Après ces quartiers, le chef du département de l'aménagement du territoire s'est rendu à Tokura. Les habitants de ce quartier qui se sentaient épargnés sont sous la menace d'inondation. Une digue du fleuve Chari qui a lâché serait à l'origine. Et les habitants du Parache sont inquiets. Il faudrait que tous les pouvoirs publics puissent se mobiliser pour venir au secours des populations, les pouvoirs publics, les partenaires, pour qu'on puisse sauver ce qu'il y a à sauver et après réfléchir comment on peut assister toute cette population-là. Il ne faut pas penser que les gens ne sont pas conscients. Commencer par le président de la République qui suit heure par heure ce qui se passe. Mahamad Assilek Halata a par la suite visité quelques sinistrés installés à Tokura et échangé avec les responsables du site sur leurs conditions de travail. Le génie militaire qui a installé son quartier général à Walia a été aussi visité par le ministre de l'Aménagement du Territoire qui a tenu à féliciter l'équipe pour le travail abattu sur le terrain aux côtés des sinistrés. Le patron de l'Aménagement du Territoire a bouclé cette descente de terrain par le quartier Sabangali dans la commune du 3e arrondissement où des débordements souterrains sont également signalés. Plus de peur que de mal, rassure le génie militaire qui, malgré les moyens limités, est à pied d'œuvre pour éviter le pire. Voilà, un clin d'œil à Kalia Ngavoutnan pour ce reportage. Monsieur le ministre, on est avec vous. Vous avez fait le tour, vous avez fait les différents quartiers. Et quel est le constat que vous avez fait sur le terrain? Je disais tantôt que l'erreur faite en amont nous amène à traiter la situation au cas par cas. Vous avez vu à Digangali, quand on a été, on s'est retrouvé face à une population qui était assez volontaire, qui a pu contenir l'eau. Et de la façon la plus dangereuse en plus, puisque la hauteur de l'eau se retrouve à presque 1,5 m
et les habitations sont carrément en lacune. Donc ce qui fait qu'ils ont besoin de sacs pour pouvoir encore élever cette espèce de digue qu'ils ont faite. Il suffit simplement que l'un des sacs flanche et l'eau, encore, il y a plus de 200-300 foyers qui sont là, qui risqueraient d'être inondés. Et là, on a mis quand même les moyens, on a mis 30 sacs de sable, de terre plutôt, plus presque 1000 sacs de jute, pour pouvoir encore renforcer cet endroit, et qui tient d'ailleurs, heureusement, au cas par cas. Donc on avait géré ce problème-là. Mais là, en face où ils sont complètement inondés, sur le reportage que vous avez vu, l'eau carrément est rentrée dans les maisons. Il n'y a plus rien à faire. Il faut évacuer cette population, mais qui ne veut pas partir parce qu'ils ont peur pour leur bien. Vous voyez? Et c'est des choses qu'on fait au jour le jour, sans samedi ni dimanche. On va dans tel endroit, l'eau monte toujours. Vous voyez, il y a une inconstance au niveau de la hauteur de l'eau. On a été dans l'espoir, l'eau était à 8,06 mètres pendant 4 jours. Et tout d'un coup, hop, il est monté à 8,07 mètres. Vous voyez, on est toujours face à des situations où chaque cas doit être traité au jour le jour. Plus loin à Toukoura, quand vous avez vu, l'eau avançait à 3 mètres la minute. Vous voyez la puissance de l'eau. On a fait des digues pour pouvoir bloquer l'eau. Et ça a été fait. Le génie militaire et nos techniciens ont travaillé à la veille, c'était le 19 octobre, à la veille des manifestations. Et puis on s'est dit, ok, on attendra, puisque le 20, personne n'a pu travailler, vu l'environnement qui est quand même assez sensible. Et le jour, il a fallu une seule journée, on a été bloqué par des manifestations, on n'a pas trouvé. L'eau a débordé et est passée. Vous voyez? Donc cette population-là qui au départ, on avait fait les travaux pour pouvoir contenir l'eau, et je suis sûr que si le 20, on a pu accéder pour encore renforcer, la situation serait maîtrisée. Mais bon, une journée de non-travail a eu des conséquences là-dessus. Il faut relever aussi des individus mal intentionnés. On fait des digues, nuitamment, ils viennent casser ces digues-là. Les 2-3 personnes qui ont été chopées disent carrément, oui, pourquoi eux ils sont inondés, et nous, pourquoi nous on est inondés, eux ils ne sont pas inondés. Vous voyez la méchanceté de l'homme. Il n'y a aucun esprit civil. Il y a d'autres qui disent que ce sont souvent les voleurs qui viennent casser pour qu'ils puissent vraiment avoir... Possible, très possible. Voleurs ou citoyens lambda, toujours est-il que la problématique est la même. C'est qu'on est face à des populations qui vont être inondées, et après, il y a d'autres conséquences qui en découlent. Mais pour répondre à votre question, croyez-nous, sur chaque site, nous faisons des interventions directes en fonction de l'urgence de l'heure. On a des techniciens qui sont là, H24, encore je dis, il est question de saluer leur volonté et leur courage, mais à chaque fois, je prends le cas d'Ardeb Djoumal par exemple, entre vendredi et samedi, on a vu l'eau est montée, et la seule chose qu'il faut faire tout de suite, c'est de ramener des sacs de jute, de dire aux génies militaires qu'ils interviennent pour essayer de creuser et mettre de la terre, et élever un peu le niveau de barrage pour que l'eau ne passe pas. Monsieur le ministre, est-ce qu'il y a des dispositions, vous êtes le président quand même du comité de crise, est-ce qu'il y a des dispositions pour sécuriser un peu le ménage de ceux qui ont quitté? Parce que là, souvent, ils évoquent que voilà, il y a des voleurs qui viennent souvent, ils enlèvent même les fenêtres. Et les portes aussi. La question s'est posée au fur et à mesure des interventions. Dans le dit comité, le ministre de la Sécurité n'était pas inclus dans l'arrêté. Après, on a senti ce besoin-là. Et au fur et à mesure, on essaie d'inclure les ministères en question qui peuvent être concernés par la situation. Et là, depuis, je pense, une semaine, le ministre de la Sécurité
est aussi conscient et inclus dans l'arrêté de ce comité et qui déploie maintenant des forces de l'ordre sur le terrain pour pouvoir sécuriser et les camps des sinistrés, puisque le ministère de l'Aménagement aménage des terrains pour pouvoir poser des tentes, des latrines et accueillir les sinistrés. Et en même temps, le travail qui est fait par le ministère de la Solidarité et le gouvernement qui viennent sensibiliser la population pour leur dire maintenant, il y a les forces de l'ordre, vous n'avez rien à craindre pour ça, vous pouvez facilement aller vers des sites et quitte à que vous voulez, le lendemain vous venez contrôler si tout est en ordre et vous repartez. Donc ce problème-là, évidemment, est pris en question. Monsieur le ministre, au vu de ces images, et à la loupe aussi de l'expertise de vos techniciens que vous avez, combien de temps pourront encore vivre cette situation? Il y a deux situations qui se posent. La problématique par rapport à l'eau, nous sommes face à un phénomène naturel que personne ne peut maîtriser. Il est exceptionnel, la pluviométrie a été exceptionnelle, et les deux affluents qui sont les Chari et le Logone, on ne maîtrise pas quand la décrue va commencer, puisque avant, techniquement, de façon naturelle, c'est mi-octobre, Chari commencera sa décrue. Or, il se trouve qu'au moment où le Chari fait sa décrue, le Logone est en creux. Et vous savez, à un moment, le Logone et le Chari se rencontrent, et donc ce qui fait l'eau encore, il y a un reboisement de ce côté, et qui fait que le Chari reste, d'ailleurs c'est le phénomène qu'on avait vu sur les 4 jours où le Chari est en décrue, mais il est resté stagnant. Ensuite, il y a le problème d'ensablement du fleuve. Il faut daguer le cours de fleuve. Il y a une étude, je pense, qui a été faite pour pouvoir enlever le sable et permettre à l'eau d'avoir un cours. Et le sable dans le fleuve ralentit le flux vers le lac Tchad. Donc, à l'heure actuelle, selon les techniciens, et je parle sur leur contrôle, on a encore 2 semaines, 10 jours à 2 semaines, pour que l'eau puisse continuer petit à petit à baisser. Monsieur le ministre, comment vous appréciez un peu la volonté de la population, surtout ceux qui travaillent surtout aux côtés de génie militaire, également tout ce que fait le ministère de l'Aménagement? Il y a une population qui est hostile et qui est hostile par frustration. Et c'est compréhensible, je dirais. Le message que je voudrais lancer aux forces de l'ordre, de comprendre cette population-là. Vous savez, quelqu'un qui a faim, qui ne mange pas à sa guise, qui est dans une précarité, ensuite, il subit ce phénomène naturel. Il est dans une situation d'alerte qu'il faudrait comprendre. C'est humain, c'est sociologique, et donc il y a lieu de demander aux forces de l'ordre de ne pas les brutaliser et de ne pas répondre quand il y a de la provocation. Mais il y a une population aussi qui se constitue en autodéfense. En autodéfense, et ceux-là, nous les aidons, nous les encourageons. Nous les aidons financièrement, nous les encourageons avec les demandes. Par exemple, quand ils demandent des sacs de jute, on le leur amène. Quand ils demandent des bennes de terre, je salue nos partenaires de la société Bab El Khair ou encore ceux de Satom, etc., ou Adikundi, qui, eux, sont toujours disposés à répondre à nos sollicitations. Et donc, à ces populations-là, on amène tout cela, quand ils sont constitués en autodéfense, on met à leur disposition tout cela, et eux, ils installent ou ils essayent de mettre en place les digues ou les barrages par rapport aux inondations. D'accord. Monsieur le ministre, je crois qu'on est déjà... On a consommé les minutes, on est allé au-delà déjà. Mais on va vous laisser dire quelque chose à la population. Si vous avez un message spécial à dire à tous ces sinistrés ou à ceux qui vous regardent ce matin, ou plus ou moins, ou par... Surtout les partenaires. Voilà, ou qui sont aussi touchés. Moi, je veux plutôt parler des gens qui sont peut-être assez sensibles à cette situation ou qui la vivent. Peut-être ils veulent écouter aussi Monsieur le ministre ce matin. Vous avez un message particulier à l'endroit de cette couche? Moi, je dirais qu'il ne faudrait pas qu'ils pensent qu'ils sont abandonnés. À commencer par
le premier magistrat de ce pays, le président de la République, qui, lui, allait déjà au contact et qui, chaque jour, nous interpelle pour nous dire oui, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous faites, est-ce que la situation de l'eau augmente toujours, est-ce que... Chaque jour, le président de la République interpelle et il est d'autant plus impliqué et conscient. Donc il ne faut pas que cette population pense déjà qu'ils sont abandonnés à eux-mêmes. Ils le voient puisqu'ils nous voient maintenant souvent sur le terrain et qu'il faudrait qu'ils se disent que nous comprenons la situation dans laquelle ils sont. Ils seront tous aidés par l'État, par les partenaires et par les ONG. Il y a sur certains sites des partenaires qui, je pense PAM ou une autre ONG, qui veut arriver même à donner du cash pour certains ménages. Un ménage fait 6 personnes. Et donc, ils évaluent à 45 000 francs CFA par ménage. Vous voyez, ça a été étudié de façon à ce que sur tous les sites, les gens vont avoir ce cash-là. Ensuite, il y a le ministère de la Solidarité, du genre et de la Solidarité, avec la collègue Amina Longo, qui fait un travail de terrain incroyable. Les vivres de l'ONASA sont mis à disposition. Vous trouverez toujours quelqu'un qui est dans la précarité, vous dira que ce n'est pas suffisant. C'est certain. Et ainsi de suite. D'ailleurs, pour l'exemple, il y a des familles à qui on a tout de suite donné une dotation vivre dans l'heure. Et dès que le président de la République est là, il dit « Je n'ai rien reçu, monsieur le président, il me faut ça ». Vous savez, et quand la question était posée, on a dit « Monsieur le président, vous êtes le président, donc c'est normal ». On veut en demander plus. Donc, on n'oublie personne. On fait dans des conditions qui sont difficiles avec des ressources de l'État très restreintes, mais avec l'aide des partenaires, le ministre de la Santé, par exemple, qui a fait des dispensaires de fortune sur chaque camp, avec des ambulances qui sont sur place. Quand il y a un malade, automatiquement, ils sont transférés dans les hôpitaux. Toute cette logistique et cette intendance-là exprime que personne ne peut les oublier. Donc, il faut peut-être patienter, et patienter pour une population qui est dans cette détresse est difficile. Vous savez, on ne peut pas rester insensible parce que parmi eux, on a des frères, on a des sœurs, on a des mères et on ne peut pas rester insensible. J'aimerais leur dire que nous comprenons vraiment leurs problèmes et que du sommet de l'État jusqu'aux agents les plus affinés, on fera tout pour leur venir en aide. Les réinstaller par la suite décemment et nous ferons en sorte que ce problème-là ne puisse plus se reproduire à l'avenir. Monsieur le ministre, merci beaucoup, un mot, peut-être appel ou remerciement surtout aux partenaires. Absolument, les partenaires, vous savez, on les remercie chaque jour. Nous avons mis en place, le comité de crise en question a mis en place une espèce de checkpoint qu'on fait, une réunion 2 fois dans la semaine ou 2 fois selon l'urgence, 3 fois dans la semaine ou 1 fois dans la semaine pour évaluer la situation. Vous voyez, il ne se passe pas 2 jours sans pour qu'on se retrouve. Et les membres du gouvernement qui sont dans le comité et les partenaires qui sont aussi là. Donc c'est le lieu de dire merci à tous ces partenaires-là, PAM, UNICEF, USR, USAID, ils sont nombreux, hein. Certains m'en excuseront, OCHA, qui eux sont là en permanence sur les sites et qui collaborent avec nos techniciens du ministère pour pouvoir aller plus vite et essayer de faire tout pour que même dans un camp de sinistrés, les gens puissent être pris en charge et qu'ils puissent être épanouis, quoi que vous me direz, dans un camp, on n'est jamais épanoui. Mais c'est le lieu de remercier tout le monde, partenaires, techniciens des ministères associés à ce problème-là. Et ce que j'aimerais encore dire, l'État dans son ensemble, du président de la République jusqu'au gouvernement, personne ne les oublie. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer et d'expliquer.
Merci. Merci également à notre invité droit et devoir, maître Da Jérémy. Merci d'être là. Merci pour l'opportunité. Oui. Voilà, merci beaucoup. Merci. Voilà.